La Bibliothèque nationale de France. Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon dont ils écrivent l'histoire. Philippe Charlier et Jean-Paul Demoule se penchent dans cette séance sur l'apport des sciences expérimentales à la compréhension du passé. Bonsoir, je m'appelle Yann Carienteuil, je travaille au service Histoire où je suis chargé de collection et bienvenue à cette 4e conférence du cycle « Comment écrire l'histoire aujourd'hui ? Reconstruire le passé entre faits et interprétation ». La conférence de ce soir a pour titre « Quand la médecine et l'archéologie explorent l'histoire, l'apport des sciences expérimentales pour comprendre le passé ». L'objet de ce cycle est d'inviter des chercheurs à exposer leurs méthodes et leurs outils de travail. Une manière de reconstruire le passé, c'est de prendre du champ, par-delà les frontières, par-delà les siècles, voire les millénaires. Pour ces raisons, il nous a semblé évident d'intégrer les sciences expérimentales à ce cycle. Et nous sommes ravis d'accueillir ce soir Jean-Paul Demoule, préhistorien et archéologue, et Philippe Charlier, qui nous rejoindra après sur scène, directeur du département de la recherche au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui est également médecin. Jean-Paul Demoule, vous êtes professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1. Vos travaux, qui font référence, portent sur l'Europe durant le néolithique et même sa néolithisation, après la dernière grande glaciation. Vous êtes connu entre autres pour vos fouilles en Europe, que ce soit dans la vallée de l'Aisne en France, en Grèce et notamment en Bulgarie. Vous avez participé à l'élaboration de la loi française sur l'archéologie préventive ainsi qu'à la création de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, que vous avez présidé de 2001 à 2008. En 2008, justement, l'Association européenne des archéologues vous a remis le European Archaeological Heritage Prize pour vos travaux qui ont, je cite, considérablement accru nos connaissances sur les origines et le développement des sociétés proto-historiques européennes, de la façade atlantique aux Balkans orientaux, ainsi que votre défense de l'archéologie préventive, donc, pour laquelle vous avez, et je cite à nouveau, travaillé sans relâche pour mettre en œuvre et consolider ce concept en France, mais aussi pour le promouvoir en Europe et au-delà. Parmi vos très nombreuses publications, en 2012, on a retrouvé l'histoire de France. En 2014, mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident, prix Roger Caillois en 2015 et la même année prix Eugène Collat de l'Académie française. Et aux origines, l'archéologie en 2020, paru à la Découverte. Des ouvrages collectifs aussi. Vous avez participé à l'ouvrage coordonné par Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France, et co-dirigé avec Dominique Garcia et Alain Schnapp, Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, paru en 2018. C'est l'un de vos succès de librairie, avec 10 millénaires qui ont fait l'histoire, et un ouvrage paru cette année, Préhistoire en 100 questions, paru chez Talandier. Je signale également votre blog que l'on peut retrouver sur votre site et votre présence sur Twitter pour animer le débat scientifique. Je présente tout de suite Philippe Charlier pour que nous puissions enchaîner les présentations, qui est donc médecin légiste, anthropologue, archéologue, directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Monsieur Charlier est maître de conférences, habilité à diriger des recherches, et parmi ses patients, par ordre chronologique, Richard Cœur de Lion, Diane de Poitiers, un certain René Descartes, Robespierre, de fausses reliques de Jeanne d'Arc et de vrais enfants de Toutankhamon. Une personne que je dois citer aussi parmi vos patients, Jean-Paul Marat, connu à la BNF sous le nom de réserve QB 370 32 FOL 37 38, ce qui correspond à la cote d'un périodique, L'Ami du peuple, taché de son sang, retrouvé sur la tablette de sa baignoire lorsqu'il fut poignardé et sur lequel vous avez travaillé. Vous êtes spécialiste du vaudou, vous avez travaillé récemment sur les fantômes, vous avez coécrit et présenté une série documentaire, Enquête d'ailleurs, diffusée sur Arte en 2013 et 2015. Vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes, la Société de géographie, des explorateurs français, des africanistes et la Société française d'histoire de la médecine. Parmi aussi vos nombreuses publications rituelles chez Serre en 2020.
En 2020 également chez Plomb, Vaudou, Les hommes, la nature et les dieux au Bénin. Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel chez Talandier et également chez Talandier cette année, paru il y a 15 jours. Comment faire l'amour avec un fantôme, anthropologie de l'invisible. Un ouvrage collectif que je tiens à citer, Autopsie des morts célèbres, également chez Talandier. Vous dirigez depuis 2021 la collection Terre humaine chez Plomb, fondée en 1954 par Jean Mallory. Vous êtes éditeur de la revue Ethics, Medicine and Public Health chez Elsevier. Et vous êtes lauréat de l'Académie française et de l'Académie nationale de médecine en 2009. Je tiens à remercier Denis Forêt de l'Université Paris 1 qui est malheureusement absent ce soir, avec qui nous organisons ce cycle. Je remercie également Frédéric Manfrin pour son soutien, le responsable du service Histoire, pour son soutien et sa participation à l'organisation de ce cycle depuis le début. Je vous remercie de votre présence ce soir et je vous souhaite une bonne conférence en cédant la parole à M. Demoule. Merci beaucoup. Donc je vais tâcher de montrer quelques aspects de l'archéologie dans son rapport avec les autres sciences, sachant que l'archéologie a mis du temps à acquérir une certaine autonomie, puisque pendant longtemps elle était définie uniquement comme une discipline auxiliaire de l'histoire. C'est-à-dire que la vérité était dans les textes et l'archéologie était simplement sommée d'apporter quelques matériaux matériels à cet appui. Alors effectivement, l'image qu'on a de l'archéologie dans le grand public, ça peut être celle-là, et après tout, il y a pire. Et l'image qu'on a surtout, qui fait que beaucoup d'enfants, dont moi-même d'ailleurs, veulent être archéologues, c'est cette idée de la découverte du trésor caché. Et évidemment, Toutankhamon est bien connu, on vient d'en parler. Mais encore maintenant, si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition Toutankhamon à la Villette, qui était achetée clé en main par une entreprise américaine, cette exposition était tournée essentiellement justement vers le trésor, le mystère, etc. On n'en savait pas tellement plus sur la société égyptienne à la sortie de l'exposition. Mais au fil du temps, l'archéologie s'est étendue, sortant de ce qui était strictement les trésors et les objets d'art, avec une association entre archéologie et histoire de l'art longtemps. Moi, mon département d'enseignement s'appelle toujours, à l'université de Paris 1, s'appelle toujours des instituts d'histoire de l'art et d'archéologie. Petit à petit, l'archéologie est sortie de ce que je n'ose appeler un carcan, puisque ces objets sont beaux aussi et veulent dire quelque chose des sociétés, mais ce ne sont pas les seuls. Donc l'archéologie s'était étendue dans le temps, elle s'est étendue dans ces objets aussi, comme ici avec André Leroy-Gourand sur le site de Pincevent, où le moindre bout de charbon de bois peut être informatif. Elle s'est étendue aussi sur les périodes contemporaines. Il y a une archéologie des poubelles de notre temps qui a été faite notamment par des collègues américains et qui nous renseigne sur les comportements de gaspillage des sociétés contemporaines. Il y a même maintenant une archéologie extraterrestre, non pas celle des petits hommes verts, mais où des groupes d'archéologues s'efforcent de cartographier tous les objets qu'on a envoyés sur la Lune et sur Mars, avant qu'il soit trop tard, que la mémoire s'en perde ou que des gens s'en emparent. Et il y a même une sorte d'archéologie du futur, ce qu'on appelle des capsules temporelles. On enterre des choses pour qu'elles soient retrouvées un jour. Ici, à Nantes, dans les anciennes usines Lu, en l'an 2000, ont été scellées 8000 boîtes métalliques où 8000 personnes avaient mis des souvenirs, et ça sera ouvert seulement le 1er janvier 2100. Donc, si bien que l'archéologie, si on combine l'ancienneté des sociétés étudiées qui, comme j'ai dit, commence aux plus anciennes, il y a 7 millions d'années, mais dure jusqu'à nos jours, et s'intéresse
aussi à des choses contemporaines. Si on combine ces possibilités de travailler sur des sociétés anciennes ou des sociétés contemporaines à travers des objets anciens ou des objets contemporains, on peut définir 4 formes d'archéologie. Celle traditionnelle que vous avez en haut à gauche, l'ethno-archéologie qui consiste à étudier, mais je vais y revenir, des sociétés traditionnelles, mais avec des comparaisons avec l'archéologie expérimentale dont je vais reparler, ce qu'on peut appeler la socio-archéologie, c'est-à-dire l'archéologie du monde contemporain. Quelques distinctions justement, puisqu'on parle de sciences expérimentales, etc. Des fois on distingue les hard science, soft science, qu'on traduit d'ailleurs abusivement en français souvent par sciences molles au lieu de sciences douces. Les sciences humaines, comme si les autres ne l'étaient pas, les sciences exactes, comme si les sciences humaines n'étaient pas exactes. Et je cite ce proverbe du ministère de la Recherche, qui est: les sciences humaines et sociales, c'est 5% de notre budget, mais 80% de nos ennuis, pour rester poli, dans la mesure où c'est là qu'il y a souvent le plus de conflits. Et la distinction entre les activités de service et les activités de recherche, une fois qu'est définie une méthode, par exemple une méthode de datation, eh bien ça peut relever simplement du service, et c'est plus de la recherche fondamentale, mais ça n'en est pas moins indispensable, comme on peut sans doute, en anticipant la communication de Philippe Charlier, distinguer la recherche fondamentale en médecine et puis l'activité normale. Alors, très rapidement, les objets d'études sur lesquels les sciences expérimentales vont s'appliquer en archéologie. On peut distinguer les objets naturels, comme les roches, les métaux, les minerais, etc., et des objets dits de synthèse, comme la céramique, le verre, les différents types d'alliages. Et puis, du point de vue également, les matériaux inorganiques et les matériaux d'origine organique, c'est-à-dire végétaux, animaux, ossements d'animaux, etc., etc. Un des problèmes pour définir une science, c'est que ce qui distingue le discours scientifique d'un autre type de discours, c'est la possibilité de la preuve. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'un discours, le discours de science serait meilleur qu'un autre. Il y a toutes sortes d'autres formes de discours, la poésie, le chant, etc. Mais simplement, c'est un discours qui a des règles et qu'on doit respecter et pas être au milieu du gué. Donc, ces différentes règles, ce qu'on appelle la falsifiabilité, est-ce qu'on peut prouver que c'est faux ou non ? Prédictabilité, est-ce que je peux prédire un résultat? Et répétabilité, est-ce que je peux reproduire l'expérience? Si on ne peut pas recommencer, c'est qu'il y a un problème. Alors pour donner, sans rentrer dans les détails, pour donner quelques exemples justement de prédiction, André Leroi-Gourhan avait défini toute une évolution de l'art paléolithique qui commençait aux alentours de 20-25 000 ans et qui culminait avec Lascaux, ce qu'il appelait le style 3 et le style 4, aux environs de 17 000, 15 000 avant notre ère. Et quelques années plus tard, on a découvert la grotte de Chauvet, qui avec un style tout aussi élaboré, en fait, était de 15 000 ans plus ancienne, puisqu'il y a quasiment plus de temps entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous. Donc c'est la manière de... C'est réfutation, si vous voulez, d'une hypothèse qui avait été faite. Donc, on prédit que toute grotte devra rentrer dans le schéma, et puis on constate que non. Même chose concernant l'apparition des formes humaines anciennes, des australopithèques et de leur hominisation. Yves Coppens, dans les années 70, avait écrit un scénario qu'il avait appelé East Side Story, c'est-à-dire que l'Est de l'Afrique aurait subi des phénomènes de dessèchement qui fait que, contrairement à l'Ouest resté en forêt, la savane avait obligé ces espèces à s'adapter et à s'approcher des formes humaines récentes.
Or, là encore, on a découvert à l'ouest de l'Afrique, au Tchad, d'autres australopithèques comme un nommé Abel et d'autres formes anciennes, ce qui donc à nouveau réfutait l'hypothèse de Yves Coppin, ce qu'il a tout à fait admis. Donc, pour revenir à ce schéma commode, je redétaille par rapport à ce mécanisme de la preuve. Ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale consiste à refaire des objets, par exemple en pierre ici, à les utiliser pour savoir à quoi ils servaient, si dans le cas de grattoirs, de perçoirs, etc., pour travailler soit de l'os, soit pour couper la viande, soit pour travailler la terre, soit pour tanner des peaux, et puis de comparer les traces d'utilisation sur ces objets fabriqués aujourd'hui avec des objets anciens. Là, c'est ce qu'on appelle, par exemple, pour s'occuper que des traces, mais il y a toutes sortes de formes d'archéologie expérimentale. On refait du vin romain, par exemple, actuellement en utilisant les recettes romaines. Hein. Donc, c'est pas uniquement lié aux outils, mais voilà. Donc, c'est différents types de traces qui vont qu'on va retrouver suivant, par exemple, qu'on coupe de la viande en haut ou qu'on travaille des matières végétales en bas. Et l'ethnoarchéologie consiste à aller dans les toutes dernières populations traditionnelles, essayer de tester des hypothèses qu'on fait sur les populations anciennes. Alors ça ne va pas être une preuve, mais disons que ça peut donner au contraire des contre-exemples, montrer qu'il y a d'autres hypothèses que celles qu'on a pu faire, et ça enrichit le spectre de nos hypothèses. Ici, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les dernières populations au monde qui taillent encore, qui fabriquent encore des haches polies, c'est une enquête très approfondie faite par Anne-Marie et Pierre Pétrequin, qui leur ont permis à la fois de voir comment effectivement on déterminait, on identifiait des sources de matières premières pour ces haches polies, et aussi de travailler, de voir à quoi servaient ces haches, pas seulement d'une manière pratique, mais aussi dans les rituels sociaux en général, sachant qu'évidemment il y a urgence puisque ces populations sont évidemment sous leur forme culturelle actuelle en train de disparaître. Alors, je vais passer en revue un certain nombre de points sur lesquels les sciences expérimentales concourent aux résultats de l'archéologie. Donc les méthodes de datation, tout le monde a entendu parler du carbone 14. Le principe est simple. Tout être vivant, donc nous tous dans cette salle, nous sommes faits de carbone et d'eau, et une partie de ce carbone est radioactif, et cette radioactivité, elle est entretenue par de nos échanges constants avec l'atmosphère, masque ou pas masque. Quand nous mourrons, la radioactivité décroît d'à peu près moitié tous les 5000 ans. Elle devient presque invisible au bout de 50 000 ans. Et donc, il suffit de mesurer le pourcentage qui subsiste. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, eh bien, aux alentours de 45 000 ans, 50 000 ans à peu près, ça devient pratiquement invisible. Et c'est compliqué sans rentrer dans le détail par ailleurs, parce que le taux justement de carbone radioactif dans l'atmosphère n'a pas toujours été constant, il a varié. Donc on peut le corriger par une autre méthode pour les périodes récentes qu'on appelle l'dendrochronologie, mais pour les périodes anciennes, on est un peu dans le vide. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle l'uranium-thorium. À chaque fois, le principe est de trouver un phénomène physico-chimique qui soit régulier dans le temps. Donc, même chose pour l'uranium-thorium, qui a permis de remonter plus loin, justement, qui a permis de voir que dans une grotte,
des stalagmites avaient été organisées de manière circulaire et on l'attribuait à Homo sapiens parce qu'on ne pouvait pas remonter au-delà de 50 000 ans. Et grâce à cette méthode de datation, on s'est aperçu qu'on remontait à 176 000 ans. Donc ça ne pouvait plus être Homo sapiens qui n'apparaît en Europe qu'il y a 40 000 ans. C'était donc forcément les hommes de Néandertal et ça enrichit considérablement nos connaissances sur leur comportement qu'on peut appeler symbolique et sur le fait qu'ils pénétraient aussi très à l'intérieur des grottes. Et les méthodes de datation également permettent, quand il s'agit du charbon de bois, donc si c'est quelque chose d'organique, on peut dater par le carbone 14, et quand il y a des coulées de calcite dessus, on peut utiliser justement cette méthode de l'uranium-thorium, et on sait que c'est antérieur justement aux coulées de calcite, et si elles sont très anciennes, on sait que les peintures sont encore plus anciennes. Il y a une autre méthode qu'on appelle la thermoluminescence qui consiste au fait que quand on cuit de l'argile, à partir de là, va enregistrer les différents rayons, notamment les rayons gamma, et donc il va falloir mesurer l'ensemble des rayons reçus. Plus il y en aura, je simplifie outrageusement, plus le matériau est vieux. Mais ça va être différent suivant les lieux. Il faut aussi mettre des sondes dans le sol en parallèle, etc. C'est bien, c'est pas une méthode qui est très utilisée, mais elle permet en tout cas de détecter très facilement les faux. Par exemple, toutes les figurines ou les poteries mésoaméricaines qui valent très cher sur le marché de l'art, il y a beaucoup de faux et on peut être certain. À ce moment-là, on peut savoir si c'est ancien ou pas ancien. Mais il y a évidemment des objets qu'on ne peut pas dater. Les objets en pierre, actuellement, on date que l'âge géologique de la roche, ce qui n'est évidemment pas très intéressant. Pour la découverte des sites archéologiques, vous avez tous entendu parler de la photo aérienne qui voit les anomalies dans la végétation. On a également tout ce qui relève des prospections électromagnétiques. On envoie des ondes et on enregistre leur comportement, qui fait que ça va aller plus ou moins vite, plus lentement s'il y a des fosses, plus rapidement s'il y a des murs. Comme on voit ici la cartographie qu'on va pouvoir faire. Mais une méthode très récente qu'on appelle le LIDAR, qui a apporté beaucoup de choses, qui est le fait d'un radar porté par un avion et qui lui permet de percer la végétation. Et donc de découvrir, c'est comme ça qu'on a découvert des villes entières, aussi bien en Mésoamérique pour l'époque Maya qu'au Cambodge, une ville où je m'étais moi-même promené il y a quelques années en 4x4 et on voyait de temps en temps sortir un bout de mur ou un bout de statue et en fait il y avait une ville entière. Mais néanmoins, l'expérience prouve que c'est la méthode la plus rustique qui est la plus efficace, qui consiste à faire des tranchées à la pelle mécanique sur un site archéologique présumé. Et les expériences qu'on a faites justement en passant d'abord avec des méthodes électromagnétiques et ensuite en faisant les tranchées, eh bien les méthodes électromagnétiques ne détectent qu'à peu près 20-25% des sites réels, surtout si c'est des sites anciens qui vont avoir des vestiges beaucoup moins solides et spectaculaires. Alors tout un pan des recherches a porté sur la composition des objets et leur origine, notamment par exemple l'obsidienne qui est une roche volcanique, une sorte de verre. Je vous ai montré tout à l'heure des outils en obsidienne. Eh bien, pour la Méditerranée orientale, elles viennent tous de l'île de Milos, là d'où vient la célèbre Vénus de Milo. Et elles se répandent dans toute la Grèce, même avant le néolithique. Déjà, il y avait des chasseurs-cueilleurs qui allaient en embarcation chercher cette obsidienne.
Deuxièmement, en Europe centrale, c'est l'obsidienne qui vient des montagnes des Carpates. Et pour la Méditerranée occidentale, qui concerne plus le territoire français, vous avez quatre îles, donc Pantelleria, Palmarola et puis la Sardaigne, qui ont arrosé donc les régions environnantes et qui nous permettent, pour le néolithique en particulier, de reconstituer les voies d'échange. Donc revoilà l'obsidienne que je vous ai montré tout à l'heure. Pour la poterie, c'est pareil, et les analyses physico-chimiques des vases nous permettent de savoir si l'argile est locale ou si un vase a fait l'objet d'un échange. Et c'est comme ça que on peut voir, enfin pour la recherche que j'ai par exemple menée en Grèce, que parmi la céramique décorée, donc qui est la plus valorisée, qui sert à la consommation, eh bien un tiers à peu près des poteries venaient de l'extérieur, n'avaient pas été fabriquées sur place, ce qui est une indication des échanges constants qui pouvaient avoir lieu entre chaque village et qui explique aussi l'homogénéité stylistique qu'on va constater dans chaque région, ce que nous appelons des cultures. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais parmi les différents types d'analyse, il y a ce qu'on appelle la fluorescence X que j'ai pu utiliser, enfin c'est mes collègues physiciens qui l'ont fait, mais dans un vrai dialogue, et également l'activation neutronique qui est plus coûteuse et qui avait été très valorisée au début, mais qui est moins utilisée. Et puis, ce qu'on appelle bêtement la pétrographie, c'est-à-dire regarder les lames minces, comme vous avez en haut à gauche. On fait des coupes dans une poterie, ça peut être aussi dans une hache ou dans un outil, et on examine pour comparer et identifier le lieu de provenance. Il y a toute une série de recherches qui sont développées dans ce qu'on appelle les chaînes opératoires, c'est-à-dire la fabrication, la chaîne de fabrication de tel ou tel objet, et qui, en combinant toutes les méthodes, permet de reconstituer et de montrer que souvent les fabrications sont aussi un phénomène culturel, c'est-à-dire que le même objet d'apparence identique peut être fabriqué en fait par des techniques tout à fait différentes et qui, elles, vont varier suivant les cultures. La même chose a été fait pour le verre. Les verres, le verre apparaît aux alentours du premier millénaire, un peu au deuxième millénaire avant notre ère. Et pendant longtemps, tous les verres qu'on trouvait en Europe étaient fabriqués, arrivaient sous forme de lingots, étaient retaillés et venaient soit du Proche-Orient, soit d'Égypte, avant qu'il y ait vraiment un travail sur place en Europe. Ici, l'analyse des pigments avec ces sortes de pistolets, notamment pour les peintures rupestres. Sur le climat et l'environnement, surtout étant donné toutes les problématiques actuelles sur l'évolution du climat, eh bien, on va faire le même type d'opération qu'on faisait sur les poteries. On va couper des lames minces et les étudier au microscope. On peut couper des morceaux de sol et les indurer avec des produits chimiques pour que effectivement ça tombe pas en morceaux, et pour voir au fil du temps ce qui s'est passé, et également étudier les méthodes de construction, par exemple pour ce qui concerne tout ce qui est l'architecture en terre. Donc voilà ce que sur un site archéologique, ce qu'on appelle la géoarchéologie, la reconnaissance des différents faciès qui vont être cartographiés et qui se résument pas seulement donc à identifier des bâtiments et rien d'autre. Alors, il y a des débats évidemment sur et c'est très actuel par rapport à nos problèmes de réchauffement, sur l'influence du climat sur le comportement des sociétés. Là, par exemple, dans ce tableau chronologique où vous avez toute une série de régions du bassin parisien, vous avez en gris le rectangle gris,
c'est ce qu'on appelle l'événement 6200. Aux alentours de 6200, justement, ces méthodes permettent de voir qu'il y a une période de détérioration climatique, et donc il y a des débats pour savoir si ça a produit quelque chose ou pas dans le comportement des sociétés. Il y a rarement dans l'histoire ou l'archéologie, il y a rarement une cause unique pour un événement historique, mais ça peut évidemment y contribuer. Par exemple, aux alentours de moins 1200 avant notre ère, et toute une série de civilisations de la Méditerranée orientale vont s'effondrer, les Hittites, le monde mycénien, crétois, etc. Et on convient qu'il s'agit de plus d'un certain nombre de phénomènes différents, mais que le climat a pu jouer, a entraîné des famines, etc. Pour la biologie proprement dite, ici vous avez exemple des pollens, donc exemple aussi d'objets microscopiques qu'on ne savait pas trouver il y a plusieurs décennies. Donc une fois que vous avez fouillé, on apprend que toute fouille est aussi une destruction. Si vous n'avez pas récolté des échantillons de terre, eh bien vous ne pourrez plus rien dire. Et les pollens, en revanche, peuvent se conserver pendant des temps très longs. Ils ont une espèce de coque très dure, et ça permet de reconstituer et l'environnement naturel et les plantes qui étaient cultivées. Même chose pour les animaux, à partir de l'étude des ossements animaux. Là, vous avez dans ces trois schémas le comportement alimentaire sur le long terme, entre moins 5000 à peu près et 0 dans le bassin parisien, des trois principales espèces animales consommées. Donc vous voyez que les bovidés vont décroître régulièrement jusqu'à l'âge du fer, et au contraire le porc va augmenter plus régulièrement. C'est aussi un indice de sédentarité. Et puis les chèvres et moutons auront un comportement un peu plus erratique. Sachant que la génétique dont je vais reparler porte aussi sur les animaux et nous donne énormément de renseignements, notamment y compris par exemple sur leur origine. Par exemple, toutes nos espèces animales ont été domestiquées au Proche-Orient il y a 10 000 ans, toutes nos espèces domestiques. Et il n'y a pas eu de domestication ou très anecdotique sur place des bovidés sauvages, les aurochs ou des sangliers. Il n'y a pas eu cet effet-là. Un élément assez important récemment utilisé, c'est le strontium qui se trouve dans l'eau, qui va être donc consommé et qui se fixe sur les os, mais qui va varier. Une fois qu'il est fixé sur les dents définitives, il ne bouge plus. En revanche, en fonction de là où vous êtes et du taux de strontium qui varie, donc suivant les régions, eh bien, s'il y a une différence entre le taux de strontium de vos os et de vos dents, quand on vous retrouve sous forme de squelette, ça veut dire que vous n'êtes pas mort là où vous avez grandi. Et donc, ça permet, en multipliant les analyses, d'identifier des migrations. Alors, même chose pour la génétique. On sait maintenant retrouver l'ADN dans les ossements animaux, comme je vous le disais, mais humains, pour toute une série de résultats, et ça permet notamment d'éclarer ces problèmes de migration. Alors là encore, ça peut être très simple. Par exemple, une étude de 2015 avait tracé une grande flèche sur la carte de l'Europe en disant qu'aux alentours de moins 3000, il y avait des populations des steppes de l'Ukraine actuelle qui s'étaient massivement déplacées. Mais dès l'année d'après, le schéma très simple de 2015 eh bien, a commencé à se compliquer, puisque plus on analyse, plus les choses se compliquent, et qu'on ne peut pas faire équivaloir aussi un patrimoine génétique et une culture, une civilisation, qu'on a des exemples de civilisations néolithiques, par exemple, qui se passe juste après, ce qu'on appelle le campaniforme, entre moins 2500 et moins 2200 avant notre ère, qui est complètement où la culture matérielle de l'Espagne au Danemark est très uniforme, mais génétiquement, ces populations sont complètement hétérogènes.
Et pour prendre un autre exemple, par exemple, ici, aussi dans l'étude de 2015, identifie 3 principales composantes dans les différentes populations européennes actuelles. En orange, c'est les agriculteurs, le patrimoine génétique issu des agriculteurs du Proche-Orient. En bleu, les indigènes, les descendants de Lascaux et Chauvet, qui étaient en Europe au moment où les agriculteurs arrivent. Et en vert, ces populations venues des steppes qui arrivent au cours du 3e millénaire. Et donc nous avons, nous tous ici dans cette salle, des proportions variables de ces 3 principaux éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essayait d'identifier ces mouvements des steppes avec la diffusion des langues indo-européennes. Et là, on voit qu'il n'y a aucune différence entre les populations qui parlent des langues indo-européennes et celles qui n'en parlent pas, qui parlent d'autres langues, comme sur ce schéma en haut, Estonie, Hongrie ou basque ou étrusque, enfin habitants de la Toscane. Vous voyez qu'il y a effectivement aucune différence. Alors tout ça, la génétique a permis notamment de faire apparaître de nouvelles espèces qu'on ne pouvait pas définir seulement dans la forme des os, si bien qu'on a abandonné complètement la fameuse ligne file indienne là, que vous avez en haut et qu'on est de plus en plus réticent sur même des arbres et une structure arborescente, mais l'ensemble du buisson de l'évolution, l'ensemble de l'évolution, maintenant on la voit comme un buisson et des entrecroisements. C'est pour ça que le schéma à droite est très prudent, il identifie des espèces, mais il se garde maintenant d'y voir, de faire des strictes structures arborescentes qui seraient divergentes. Mais on estime que les espèces humaines, et il y a encore 150 000 ans, il y en avait au minimum 5 ou 6 contemporaines, n'ont cessé de se croiser en permanence. C'est que la seule période bizarre, c'est celle que nous vivons depuis 25 000 ans à peu près. On est la seule, l'espèce orpheline, comme on l'a dit parfois. Si bien que ça a pu mener à voir d'autres, à imaginer d'autres successions dans le temps de ces différentes espèces, voire même se poser la question de la domination masculine en comparant l'évolution des hommes et des femmes, comme sur ce schéma. Il y en a plein sur Internet si vous voulez vous amuser à regarder. Donc, pour terminer, je vais juste évoquer quelques problèmes. À quoi ça sert tout ça, au-delà. Donc, par exemple, on peut maintenant définir l'apparition du néolithique, c'est-à-dire l'agriculture sédentaire dans le monde, il y a 10-12 000 ans, quand le climat se réchauffe, et on peut modéliser la démographie humaine là sur 65 000 ans. Vous avez une première montée avec l'arrivée d'Homo sapiens, et puis après, avec l'agriculture, eh bien, on va passer de 1 à 2 millions d'humains en 10 000 ans. 10 000 ans, c'est-à-dire 4% de la durée d'Homo sapiens, en 10 000 ans aux 7 milliards actuels. Et effectivement, l'agriculture et l'élevage, c'est de là qu'apparaissent les épidémies, la proximité avec les animaux. Mais Philippe Charlier évoquera évidemment tout ce que la médecine nous apporte. Ça oblige à nourrir de plus en plus de gens, donc à sans arrêt faire de nouvelles inventions. On voit la violence entre mâles et humains a toujours existé, mais on la voit à partir de la territorialisation des communautés, on la voit exploser. Et on voit aussi les hiérarchies sociales se faire de plus en plus fortes, puisqu'elles sont très peu visibles au paléolithique ni au début du néolithique, et elles explosent ensuite. Ça, c'est l'alimentation. Ce que nous avons en jaune, en ne prenant que le schéma de droite, c'est ce que nous consommons, et ce que vous avez en marron à gauche, c'est ce qu'on
consommait au Paléolithique en termes d'acides gras alimentaires. Et en bleu, c'est ce que nous recommandent les nutritionnistes. Donc, vous voyez, s'il y a une explosion du surpoids dans l'humanité qui touche plus d'un quart de l'humanité actuellement et qui est certainement une cause de mortalité bien plus grave que le Covid, c'est à cause de ce changement alimentaire très brutal. L'effondrement des civilisations, c'est un thème très courant maintenant et où l'archéologie nous permet de nous interroger aussi sur nous-mêmes, puisqu'on connaît des civilisations prospères qui se sont effondrées en général à la fois par surdimensionnées par rapport à leurs possibilités et avec des problèmes de mauvaise gestion aussi de l'environnement, comme dans le cas des Mayas, comme dans le cas des Grecs aussi. J'évoquais tout à l'heure cet événement, l'effondrement aux alentours de moins 1200 de toutes les civilisations de l'Est méditerranéenne. C'est l'archéologue américain Eric Klein a écrit ce livre, Le jour où la civilisation s'est effondrée, justement pour évoquer cet événement. Et vous avez toutes sortes d'autres événements, sachant que quand on parle d'effondrement, ce qui s'effondre, c'est pas tout. C'est simplement, en général, le système, la couche dirigeante de la société. Quand les archéologues parlent d'âge sombre pour la Grèce, c'est pas que la civilisation grecque disparaît, c'est simplement qu'il n'y a plus de palais, de fresques et de masques en or. L'archéologie, justement, combinant les méthodes, là, on a à la fois la diffusion des objets, la génétique, le strontium, etc., permet de reconstituer les migrations, sachant que les sociétés humaines n'ont jamais cessé de se déplacer à toutes les époques. Donc je prends en haut à gauche, vous avez l'exemple des migrations d'Homo sapiens à partir de moins 200 000 à peu près, depuis le berceau africain jusqu'à la Terre de Feu. Au milieu, vous avez les migrations océaniennes les plus vastes qui aient jamais été effectuées par l'homme. En bas, justement, la diffusion du néolithique en Europe, entre moins 6000 et moins 4000. Et sans commenter ce schéma, ça, c'est toutes les migrations qui ont concerné, les principales migrations qui ont concerné l'histoire de l'Europe. Vous voyez que ça a été sans arrêt des échanges. Et les interrogations sur la violence et de la domination masculine que j'évoquais à l'instant fait partie aussi des thèmes très à la mode. Le livre Lady Sapiens actuellement est un best-seller, alors qu'il y aurait évidemment beaucoup à dire sur une partie de ces hypothèses que je ne fais que vous signaler. Et de ce point de vue-là, vous avez, par rapport aux questions d'effondrement, de la violence, vous avez tout un pan de la recherche en anthropologie et en archéologie qui s'interroge justement sur les phénomènes de résistance au pouvoir. Vient de sortir, ce que vous avez en bas à gauche, le livre de Graeber, qui est mort il y a 2 ans, et de l'archéologue David Wengrow, Au commencement était, ce qui est la traduction de Dawn of Everything, qui vient juste de paraître en France ce mois-ci, qui montre justement tous ces phénomènes de résistance qui ont été également développés par James Scott au pouvoir. Et de fait, quand on regarde dans chaque région d'Europe, sur ce schéma, vous avez en vertical la complexité sociale, depuis les bandes de chasseurs-cueilleurs jusqu'aux empires, et puis vous avez le temps en bas, moins 4000, moins 2000, 0, plus 1000. Et on voit que dans chaque région, vous avez des moments de très forte hiérarchisation et de moments de baisse. Donc les panoplies de ces méthodes, ça sert en définitive, et pour en rester aux périodes que je connais le moins mal, ça sert à reconstituer effectivement une histoire totale. Et avant d'en terminer, je voudrais simplement rappeler aussi que cette information archéologique, c'est un patrimoine non renouvelable et qui disparaît aussi, pour donner qu'un exemple. La France, chaque année,
on bétonne 500 km². On artificialise pour faire des routes, des autoroutes, des zones industrielles, des parkings souterrains, etc. C'est-à-dire à peu près un terrain de football toutes les 4 minutes. Donc c'est un patrimoine non renouvelable, c'est la surface d'un département tous les 8 ans, et on doit se souvenir effectivement qu'on doit être très attentif à ça, parce que il y a un moment où on ne pourra plus dire grand-chose sur les sociétés anciennes. Voilà, j'en ai terminé, j'étais un peu trop long et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation et pour avoir condensé sur un temps court autant de siècles et même de millénaires que j'évoquais au début. Donc toujours dans la lignée de cette soirée consacrée à l'apport des sciences expérimentales, nous délaissons, mais pas complètement, l'archéologie pour basculer vers la médecine avec donc Philippe Charlier. On aura l'occasion de poser des questions à M. Charlier et à M. Demoule à l'issue de la conférence de M. Charlier. Simplement, vraiment merci pour avoir souligné aussi ce dialogue entre justement ces sciences qu'on sait désormais devoir dire douces et non pas molles, les sciences soft, et les sciences qu'on nomme plus habituellement dures. Donc nous restons non pas dans le dur mais dans le dialogue des disciplines avec Monsieur Charlier pour cette présentation. Je vous cède la parole, merci. Merci beaucoup. On va rester toujours dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire, mais cette fois-ci avec un regard un tout petit peu différent, non pas de sciences dures, non pas de sciences fondamentales, mais de sciences un peu plus médicales. Comme vous l'avez rappelé, et je vous remercie, j'ai un parcours un tout petit peu atypique, étant d'abord médecin légiste, donc mes patients sont morts, ça c'est un point commun avec l'archéologue, mais moi ce qui m'intéressait c'était appliquer les techniques de l'archéologie et de la biologie en général à des squelettes qui sont anciens, des squelettes qui sont archéologiques ou à des témoignages archéologiques, d'où parfois quelques séjours à la Bibliothèque nationale de France pour travailler sur des manuscrits, en effet, souiller du sang de quelques personnages historiques, même chose également aux archives nationales pour travailler sur une tache de sang prétendue, sur un bureau prétendu sur lequel se serait prétendument allongé Robespierre la veille de sa décapitation. Bref, voilà le genre de choses qui va nous intéresser. Et voici quelques-uns des patients dont on va parler tout à l'heure. Je les appelle des patients, ce sont en effet des personnages historiques, mais à partir du moment où un individu vivant ou vous, les futurs morts, passez dans les mains d'un médecin, vous changez de statut et vous devenez un patient. Je pense que vous en reconnaissez quelques-uns. Vous avez Richard Cœur de Lion à gauche. En dessous, vous reconnaissez Robespierre, bravo. En dessous, Jeanne d'Arc. Juste à côté de Jeanne d'Arc, un peu plus difficile. Non. Diane de Poitiers. Bon, c'est pas au sommet de sa beauté, je suis d'accord. C'est après la mort de Henri II. Juste à côté d'elle, vous le reconnaissez. Descartes, bravo. Agnès Sorel, ensuite. Là, on comprend Charles VII. Juste au-dessus d'elle, on a Louis XVI, bien entendu. Ensuite, on a Henri IV. Et pour finir, quasiment la même barbe, Galiléo Galilée. Exactement. Alors, le but du médecin légiste, de l'anthropologue et de l'archéologue face à ces restes, c'est se poser des questions qui sont quasiment stéréotypées. La première, c'est est-ce que les restes qu'on a en face de nous sont authentiques ? Donc la première démarche, c'est vérifier si on est devant un faux ou un vrai. Ensuite, se poser la question de puisque c'est quelque chose de vrai, qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Si c'est quelque chose de faux, qu'est-ce que ça peut m'apporter également ? Notamment lorsqu'il s'agit de fausses reliques, lorsqu'il s'agit de faux restes ou autres. Il y a toujours une information à glaner qui est celle de pourquoi et comment faire un faux, d'où vient l'erreur, à qui l'erreur profite éventuellement. Et puis également, quand c'est quelque chose de vrai, se poser la question de qu'est-ce que ça va pouvoir me donner comme renseignement sur la vie de l'individu, ses causes de décès, parce que généralement une cause de décès ne suffit pas, ça c'est vraiment une parole de légiste, on ne meurt pas généralement d'une cause. Une cause de décès peut en cacher une autre, c'est comme les trains, et assez souvent il en faut deux. C'est comme les accidents d'avion, une panne ça ne suffit pas, il en faut plusieurs pour provoquer un crash. La vie et la mort c'est pareil. Et donc,
quand on a un cas comme celui de Richard Cœur de Lion, eh bien, on a des reliques, on a des fragments, et on se pose la question de qu'est-ce que ça peut apporter à l'historien. Donc, la démarche, c'est pas simplement celle de la curiosité intellectuelle, c'est pas simplement celle de se dire, bon, allez, aujourd'hui, on est dimanche, on va exhumer quelqu'un pour le plaisir. Il n'y a aucune démarche morbide, il y a une démarche qui est respectueuse, évidemment, vis-à-vis de ces personnages du passé, mais la démarche principale, c'est se réunir main dans la main. Et ce n'est pas une démarche angélique, c'est vraiment comme ça que la recherche se fait, avec des historiens, avec des archéologues, avec des historiens de l'art, avec des philologues, et se dire, voilà, on a un problème historique, on a une zone d'ombre, on a un doute sur la présence de tel cadavre à tel endroit, des cartes, on a un doute sur l'authenticité d'un feuillet taché soi-disant avec du sang, mais en fait ça peut très bien être du café, ou ça peut très bien être je ne sais pas quoi, et si c'est du sang, est-ce que c'est celui de Charlotte Corday, celui de Marat ou de quelqu'un d'autre? Donc voilà, il y a un problème à résoudre, et on va pas simplement travailler dans son coin médecin, pas simplement dans son coin philologue ou historien, mais tous ensemble. Application pratique avec les quelques patients que je vous présente ce soir. Richard Cœur de Lion, vous le connaissez, c'est Richard Ier, roi d'Angleterre. Il est mort en 1199. On va dire qu'il était un peu caractéristique de l'hypertrophie du moi. C'est le narcissisme et le caractère un tout petit peu... seule une balle en or peut me tuer, vous voyez, si vous goûtez la référence James Bondesque. L'idée est la suivante, c'est qu'il revient de la Troisième Croisade, il s'est battu aux côtés de Philippe Auguste, et vous savez qu'il revient un peu avant la fin de la croisade. Ça ne s'est pas très très bien passé, il a tué pas mal de monde, ensuite il se rebelle évidemment contre les Français, il meurt à Chalus, dans le Limousin, et il monte au sommet du donjon, quasiment torse nu, sans aucune protection, il se prend un carreau d'arbalète dans l'épaule, il va mettre 1 semaine à mourir. Pendant cette semaine, où il va mourir, vous le devinez, d'une septicémie, ça on n'a pas besoin de l'archéologie ou de la médecine pour le dire, et bien pendant ce temps-là, il va avoir le temps de dicter ses 4 volontés. Et il va demander à ce qu'on fasse une dilacératio corporee, c'est-à-dire qu'on fasse une sorte de bornage territorial par les fragments de son cadavre. Les viscères non vidés, c'est-à-dire littéralement sa merde, laissées aux Français, l'amitié franco-anglaise déjà, l'entente glaciale, et c'est laissé sur place à Chalus. Ça va être pillé ensuite par les révolutions protestantes. Ensuite, donc c'est perdu pour nous. Ensuite, il demande à ce que son cœur soit déposé à la cathédrale de Rouen et que son corps embaumé soit déposé dans l'abbaye de Fontevraud, qui est la nécropole classique des Plantagenets, la nécropole dynastique. Ça aussi, malheureusement, les gisants vont être profanés, il ne reste plus que les gisants, mais plus le contenu. Donc pour nous, c'est moins intéressant, pour vous peut-être encore, mais pour nous c'est très décevant. Et donc qu'est-ce qui reste? Ça, le reliquaire entre guillemets de cœur. Reliquaire est un terme très mauvais, rien de sain dans tout ceci, quoique vous allez voir. Il a été préservé de la Révolution française et des pillages parce qu'il y a eu un relevage, si on peut dire, au début du XVIIIe siècle, du chœur. Le chœur, C-H-O-E-U-R, de la cathédrale, qui du coup a recouvert le gisant de chœur, C-O-E-U-R, de Richard Cœur de Lion et d'autres personnes, Rollin par exemple. Bref, il est découvert dans les années 1860 par un antiquaire, c'est-à-dire un archéologue de l'époque. Il découvre le gisant et en dessous ce reliquaire qui est intact, toujours ferronné, fermé, avec cette inscription « Hic jacet cor Ricardo regis Anglorum », sigille le cœur de Richard, roi d'Angleterre. C'est un reliquaire qui est en étain, doublé d'argent à l'intérieur, et l'étude scientifique qu'on en a fait à travers de ce contenu qui est toujours conservé au musée des Antiquités de Rouen, eh bien nous a montré que c'était des restes un tout petit peu plus complexes que ce qu'on attendait. On a procédé exactement de la même façon avec ces restes pulvérulents. Vous voyez, c'est de la poussière en haut à droite. Vous voyez ce à quoi ça ressemble en loupe binoculaire. C'est la même technique que celle que j'appliquais, moi, quand je faisais des autopsies pour la médecine légale, pour la justice, quand on retrouvait les fragments d'un cadavre qui avait été brûlé, carbonisé dans le coffre d'une voiture et ensuite retiré par le criminel et dispersé, éparpillé façon puzzle un peu partout dans la forêt ou jeté dans la rivière. Donc il reste des particules infimes qui sont le témoignage du passage d'un corps. Alors, sur la photo, vous voyez un tissu au premier plan, qui est un tissu de lin, dont le mode de tissage est compatible avec quelque chose du XIIe, XIIIe siècle. Ok. On a des petites particules qui sont noires, très denses, un peu réfringentes. Ça, c'est de l'encens.
Et vous avez la formule moléculaire de l'encens en bas à droite, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En 1199, l'encens, on ne l'utilise pas, ou très très rarement, exceptionnellement pour un embaumement. Et ça, c'est pas moi, médecin légiste, qui le sait, c'est pas l'anthropologie non plus, ce sont les historiens. Et en l'occurrence, c'était Le Goff qui nous avait appris ça au moment de publier, et malheureusement, c'était quasiment contemporain de son décès. Et puis, je vais vous parler de l'encens, et pourquoi il y en a là, juste après. On a également une poudre un peu marron foncé, marron clair, on va dire pour vous, ou bistre, qui correspond au fragment de cœur. Là, ça a été confirmé par la microscopie. Et on s'est même fait plaisir, parce qu'on se fait quand même un tout petit peu plaisir. On a utilisé des anticorps anti-cœur humains et des anticorps anti-cœur de lion. Je peux vous confirmer, c'est pas du lion, malgré son surnom, c'est bien de l'humain. Et puis, on a également des fragments un peu plus clairs, bruns beaucoup plus clairs, tirant un tout petit peu vers le blanc. Une femme, mon épouse, dirait c'est coquille d'œuf. Voilà, parce que, je sais pas, les femmes ont une propension à voir les couleurs que les hommes n'ont pas. Je pense que ça tient à une finesse d'observation et à une brutalité que nous avons et qu'elles n'ont pas, sans faire de théorie du genre. Mais je le constate tous les jours dans ma vie privée. Et bref, on a ça, c'est un amalgame en fait d'embaumement, de produits d'embaumement, avec à l'intérieur l'étude palynologique, dont Jean-Paul Demoule vous a parlé, des pollens très caractéristiques de myrte, de marguerite et de menthe. Donc des plantes qui sont certaines odoriférantes, qui viennent directement des produits d'embaumement, et d'autres qui viennent de l'environnement direct, du lieu et du site d'embaumement. Et ça nous renseigne sur la période de fabrication et le lieu géographique de fabrication. Tout concorde pour la région du Limousin au moment de la mort de Richard Cœur de Lion. Et puis on a retrouvé également un peu de chaux vive, c'est ça qui donne cet aspect blanc laqué, ou coquille d'œuf, et puis du mercure, qui lui n'est pas visible extérieurement, qui est complètement amalgamé. On est là dans un procédé d'embaumement qui correspond exactement, et vous pouvez noter la recette, c'est la recette de l'odeur de sainteté artificielle. Lorsque Richard Cœur de Lion meurt, il est dans une période de disgrâce. Il a tué beaucoup de chrétiens sur ce champ-là, et pas simplement des occupants d'autres religions, des lieux saints de la chrétienté. Et puis sa bisexualité est très mal appréciée. Et du coup, l'évêque de Rochester, au moment où Richard Cœur de Lion meurt, dit que Richard n'ira pas au paradis, mais qu'il va devoir expier pendant 33 ans ses crimes au purgatoire. Ça se passe pas très bien, les successeurs, la famille, ça fait un peu mauvais genre, eh bien on va être obligé de ruser et de faire une odeur de sainteté pour favoriser le passage un peu en force des portes du paradis par Richard Cœur de Lion. C'est ce que Le Goff appelait la théorie des odeurs médiévales. Il faut faire une odeur on appelle miroblite, une odeur de sainteté qui, du coup, de façon magico-religieuse, permet d'ouvrir les portes du paradis. C'est ce qu'on a ici, c'est la formule. Ça vous sera peut-être utile un jour. Autre personnage aussi pour lequel on a travaillé sur des produits d'embaumement, c'est Saint Louis. Alors vous savez que Saint Louis, Louis IX, roi de France, est mort, nous dit-on, de la peste à Tunis. C'est une jolie histoire qui traîne encore dans les livres, mais qui ne correspond pas à la réalité. Il y a d'abord une erreur de traduction, de transcription et de transmission d'informations. C'est une pestilence, c'est pas la peste en elle-même. Et lui aussi, il va avoir le temps de mourir un tout petit peu. C'est la dernière croisade, elle est organisée n'importe comment, il part, il n'a pas d'eau, il n'a pas de nourriture, c'est vraiment, c'est Joe Lapoisse, quoi. C'est absolument mal organisé, personne ne veut l'accompagner. Saint-Louis, dans cette ultime croisade, il part vers le Maghreb, en direction de Tunis, mais comme il n'a pas d'eau et autres, il est obligé de s'arrêter en Sicile pour récupérer chez son frère, Charles d'Anjou, un peu de nourriture et quelques bateaux supplémentaires. Et puis il tombe malade en arrivant à Tunis, dans la plaine de Carthage, et là, au bout de quelques jours, il s'allonge sur un lit de cendres, en pénitence, et aussi pour absorber les mauvaises odeurs qui sortent de son corps, charbon actif, et il va finir par mourir. Il va avoir le temps de demander une triple sépulture de la même façon. Le cœur va être déposé à la Sainte-Chapelle, les viscères vont être déposés dans 2 grandes amphores qui vont être chez son frère Charles d'Anjou, à Palerme, juste à côté en réalité, à Monreale, et le corps, lui, on essaie de le transporter, mais le problème c'est qu'il est vraiment dans un état de putréfaction avancé peu de temps après son décès, donc on va d'abord le mettre dans une barrique avec du vin, et il va faire tourner le vin en vinaigre. On le ressort, dans un état pas terrible, ensuite on va le mettre dans de l'esprit de vin, c'est de l'eau de vie pour vous. Et là, il va réussir à faire tourner de l'eau de vie, ce qui est quand même pas mal. Donc du coup, on le ressort, il ressemble plus ou moins à un comprimé effervescent, et là, on va confier l'embaumement à quelqu'un d'autre, ça va être un cuisinier qui va le mettre dans une
xème barrique avec cette fois-ci des aromates, toujours la théorie des odeurs, et on va transformer le comprimé d'aspirine en un ossobuco à peu près, et c'est là qu'ensuite on va retirer des ossements qui certes sentent bon, il faut vraiment que ça sente bon, vous comprenez vraiment l'importance de cette odeur, et puis les ossements vont être cérémoniellement mis dans une boîte en bois et prendre le trajet avec son armée du retour, tout le long de l'Italie, le sud de la Suisse, le Rhône, la Bourgogne, puis Paris et enfin Saint-Denis. Alors, on suit un tout petit peu le trajet de ces reliques, et nous, ce qui nous intéressait, c'est... les ossements ne vont pas rester longtemps, puisque quelques années plus tard, il va être béatifié, puis canonisé, et on va réouvrir le tombeau et disperser les reliques de celui qui est devenu Saint-Louis. Et donc, on a reconstitué peu à peu ce puzzle avec des vraies reliques et puis des fausses reliques. Voici une des reliques que nous avons pu examiner, ce sont des fragments des viscères de Saint-Louis. Donc, c'est un des fragments qui était initialement à Palerme Monréalais, et à la chute des Bourbons, les Bourbons sont partis, donc avec Garibaldi, les Bourbons sont partis avec les reliques, en ont laissé les tout petits bouts à Saint-Louis des Français, à Rome, et puis ils en ont éparpillé auprès de leurs amis, de leurs proches, de leurs conseillers, et il y en a un tout petit bout qui est arrivé jusqu'à la cathédrale de Versailles. Voici ce à quoi ça ressemble, avec le reliquaire, et à l'ouverture, on a ces deux fragments qui font 2 et 3 cm de grand axe. Ça ressemble également à ce qu'on pourrait faire trouver dans le coffre d'une voiture ou sur une scène de crime ou une immolation, qu'elle soit volontaire ou criminelle. Notez quand même sur ces petits fragments, même si vous n'avez pas lu tous les Patricia Cornouel, vous remarquez quand même qu'il y a un aspect bulleux de ces fragments qui témoignent d'une ébullition. Donc ça, ce sont des fragments des viscères qui ont été mis à cuire dans cet ossobuco géant dont je vous parlais, et vous voyez que ça s'est figé avec cet aspect très particulier. Il y a une odeur très forte de ces fragments. Ça sent vraiment, ça sent toujours très très fort. Et moi, je m'entoure parmi les nouvelles technologies qu'on devrait, à mon sens, vraiment développer en archéologie. Il y a les nez de parfumeurs. La première fois que j'ai pris conscience de cette utilité de noter les odeurs, c'était à Itanos, en Crète, avec les fouilles de Didier Vivier et d'Alain Schnapp et de Emanuele Greco, Lello. Et à l'ouverture, je me souviens très bien de l'ouverture, et ça n'est pas une hallucination collective. À l'ouverture d'une tombe archaïque, il y avait une odeur vraiment intense qui en est sortie, probablement des parfums ou des baumes, je ne sais pas. Et ça a duré 3-4 secondes à peu près, mais vraiment intense. Et puis ensuite, dispersion, c'était parti. Une tombe qui, vous l'avez compris, n'avait jamais été profanée et qui était encore intacte. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on utilise les nez de parfumeurs. Et depuis, pour les reliques de Jeanne d'Arc, ou pour d'autres fragments corporels issus du champ de l'archéologie, ou de la religiosité, ou de l'histoire, vraiment, j'aime m'entourer de nez de parfumeurs, ou parfois d'œnologues, qui ont un nez complémentaire, un peu plus boisé, un peu plus mycologique, champignon. Et donc là, en l'occurrence, on avait vraiment une odeur extrêmement forte. Évidemment, ils ont été présents pour le sentir. Évidemment, on est médecin, donc quand on a des restes de viscères, on est ravi de pouvoir investiguer un tout petit peu l'état de santé de l'individu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de parasites qui étaient présents. Alors, c'est pas une leçon de médecine, mais Schistosomia hematobium, c'est l'agent d'une parasitose qui s'appelle la bilharziose urinaire et qu'on attrape quand on est pieds nus dans les eaux stagnantes, maintenant sous les tropiques, mais à l'époque. L'environnement n'était pas exactement le même, les parasites n'avaient pas la même occupation environnementale, et on pouvait attraper ça très bien au Maghreb, mais également peut-être dans le sud de la France. La question, on se l'est posée, mais vraisemblablement non. En revanche, dans le Proche-Orient, oui. Et on sait qu'à la précédente croisade, il est resté plusieurs années en détention à Damiette, à Jaffa, donc au territoire de la Palestine et de l'Égypte. Et c'est vraisemblablement à ce moment-là qu'il a attrapé cette parasitose. Il est revenu avec en France. Jean de Joinville nous dit qu'il pissait de temps en temps rouge et dru, hématurie macroscopique pour nous. Et puis, c'est vraisemblablement pas au Maghreb qu'il l'a attrapé, là où il est mort, parce qu'il faut plusieurs semaines d'évolution du parasite pour son cycle, pour aboutir à cet état-là. Or, il est mort quelques jours après son arrivée à peine, une semaine maximum, et donc ça n'est pas suffisant. D'où l'intérêt, vous voyez, de croiser les sources historiques avec les données biologiques à chaque fois. Voici la mandibule de Saint-Louis. Alors je peux être aussi clair que ça, c'est vraiment la mandibule de Saint-Louis. Elle est conservée dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais avant c'était mandibule dite de Saint-Louis. Comment on le sait ? Par plusieurs arguments. Des arguments anthropologiques, des arguments génétiques, des arguments de datation. La génétique a confirmé le sexe de l'individu. On n'a pas d'échantillon de référence. On n'a pas les viscères que je vous ai montrés avant, on n'a pas réussi à en extraire l'ADN de l'individu humain qui était dedans. Par contre, on cherche les agents infectieux qui sont présents à l'intérieur. Donc,
La datation au carbone 14 qui est compatible, la maladie également qu'on retrouve avec cet aspect complètement bouffé, si je peux me permettre, en tout cas érodé de l'os, si vous préférez ce terme un peu plus digeste, qui correspond à des lésions de scorbut surajoutées à des lésions infectieuses au niveau de la mâchoire. Et ça correspond tout à fait au descriptif qu'on a de la vie ultime, les derniers moments de la vie de cet individu. Et puis, on a utilisé également l'histoire de l'art. On a fait un scanner en 3 dimensions de cette mandibule à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et un scanner complémentaire à l'Hôtel-Dieu. Et on a superposé ça sur la statue, une des statues dont les historiens de l'art disent qu'elle est la plus ressemblante, la plus réaliste vis-à-vis de Saint-Louis. Et on s'est rendu compte qu'il y avait en effet, en plus des arguments biologiques, historiques, archéologiques, anthropologiques, il y avait cet argument qui était un argument d'histoire de l'art pour lequel on pouvait superposer dans de nombreux plans de l'espace cette mandibule sur la statue. Là, c'est de la médecine égale, hein, parce que quand on retrouvera le cadavre de l'une ou de l'un de vous, eh bien, on utilisera toutes les photos de votre profil Instagram, de votre TikTok, de votre Twitter ou Facebook, et quand on fera une superposition de toutes ces photos, ou un film, si on a la chance d'en avoir un, eh bien, on superposera ça sur votre mandibule qu'on aura fait préalablement bouillir dans de l'eau de Javel. Donc c'est la même méthodologie qu'on emploie pour Saint-Louis et pour votre futur cadavre. Ça peut être le mien, hein, rassurez-vous, je suis pas exclusif. Autre relique sur laquelle on a travaillé de Saint-Louis, le bras de Saint-Louis, qui en fait est un avant-bras sur le plan du reliquaire. Il est conservé à Prud'Homas, dans le Lot, et il a été réalisé, l'examen scientifique, au scanner de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde. On n'a pas voulu ouvrir ce reliquaire. On n'a pas voulu le désacraliser parce qu'il n'a jamais été ouvert depuis sa consécration. Il est vraiment intact et on s'est dit qu'on avait le moyen de savoir sans ouvrir. Alors on n'a pas tout su, mais on a su quand même un tout petit peu. C'est pas un avant-bras, c'est pas un bras non plus, c'est un fémur gauche. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas le vrai, ça ne veut pas dire que c'est pas le bon. Ça veut dire que peut-être que ce fémur est celui de Saint-Louis. Il faudrait comparer l'ADN de ce fémur, si on arrive à l'extraire, avec l'ADN de la mandibule. Puisque la mandibule, on sait qu'elle est vraie. On a un témoin positif. Ce qui sous-entend désacraliser cet objet, etc. C'est possible, c'est imaginable. Ça veut surtout dire qu'au moment de la consécration de cet objet, donc c'est le petit-fils de Saint-Louis qui le réalise, si jamais l'objet est authentique, ça veut dire que les connaissances anatomiques n'étaient pas brillantes. C'est que quand même, pour confondre un numérus avec un fémur, il faut avoir... je sais pas, le niveau d'un élève de première S, c'est pas terrible. Donc, l'étude peut se poursuivre, mais on n'a pas d'argument allant à l'encontre de l'authenticité de cette relique. On aurait eu un fémur de chat, ou un fémur de babouin, ou que sais-je encore, là on aurait pu se poser des questions. Alors, là, on cherche, on a vraiment des investigations scientifiques, on utilise le laboratoire de l'Institut Pasteur, au Collège de France également, pour travailler sur les parasites, les bactéries, les virus qui auraient pu contaminer éventuellement cet individu, facilité par le scorbut dont il était déjà porteur, rajouter ça en plus à des privations, il était vraiment en pénitence permanente, donc c'était vraiment nous on appellera ça un patient débilité, c'est-à-dire qu'un patient qui est vraiment en mauvais état physiologique et sur lequel peut survenir une complication très, très rapide. Okay, donc on cherche Shigella, Escherichia coli, les amibes, que sais-je encore. On n'a pas encore trouvé, donc peut-être un jour j'aurai de plus amples informations à vous fournir. D'autres corps n'ont pas de nom, et pourtant ils sont extrêmement intéressants et pertinents pour nous pour reconstruire une pathocénose, c'est-à-dire un état sanitaire des populations du passé à un moment donné, dans un cadre donné. Vous reconnaissez ici peut-être l'homme de Tolund, qui est un des corps les mieux conservés de tout le passé, de toute l'archéologie, de telle sorte que quand il a été retrouvé dans les années 50 au Danemark, première personne qu'on a appelée, c'est le policier, et ensuite le légiste, et puis ensuite quand on s'est rendu compte qu'il avait quand même un outillage un peu archaïque, âge du fer en l'occurrence, eh bien on s'est mis à appeler l'archéologue. Le corps n'a quasiment pas bougé depuis sa découverte, il est vraiment dans un excellent état de conservation. Enfin, vous voyez, c'est mieux conservé que certains patients vivants aux urgences médicales. Donc c'est vraiment une chance et une opportunité pour le chercheur. Évidemment, la biologie et la médecine s'emparent de tels patients pour en faire les mêmes examens cliniques que vous et moi. Vous voyez ici un examen radiographique, il date un peu, mais on ne ferait pas mieux maintenant, avec un aspect très floconneux. C'est un corps qui vient des tourbières, c'est-à-dire que le caractère de pH acide
de milieux extrêmement humides et anaérobie, donc privé d'oxygène, vraiment favoriser le caractère de tannage de la peau, mais également la conservation des tissus sans décomposition et putréfaction. Ça a également décalcifié un tout petit peu les ossements, ce qui donne l'aspect un peu floconneux à cette radiographie. Et également, ça explique son côté un tout petit peu écrasé. D'autres hommes des tourbières ou femmes des tourbières font 10 cm d'épaisseur et ils pèsent 4 kg. Donc là, il y a vraiment un phénomène de lavage calcique extrêmement important. Remarquez quand même le cerveau qui est rétracté à l'intérieur de la boîte crânienne, ce qui est également un phénomène assez caractéristique dans les tourbières de, paradoxalement, dessèchement, tout simplement. Alors, moi, je ne suis pas du tout un fétichiste des pieds, mais vraiment pas. Néanmoins, les pieds de l'homme de Tolund étaient une des zones anatomiques qui étaient les plus intéressantes, les plus pertinentes, et surtout, c'est la seule partie anatomique qu'on a réussi à faire voyager jusqu'en France pour en faire une étude scientifique. Donc, vous voyez ici le pied droit de l'homme de Tolund. Vous remarquez juste un tout petit détail, il lui manque son gros orteil. Tout simplement parce que le découvreur de l'homme de Tolund a voulu garder un souvenir de l'homme de Tolund, et donc il a scié à la scie égoïne son orteil gauche, dont il s'est servi comme porte-clés pendant des années, et puis maintenant il l'a restitué au musée de Silkeborg, où est conservé le corps. Donc maintenant le corps est complet. Mais vous voyez, ça n'a pas encore été recollé. Donc, grâce à une aide de Air France, les deux pieds ont pu prendre l'avion depuis le Danemark jusqu'à Paris, et on a procédé à un examen assez particulier qu'on appelle un micro-CT scanner. Le scanner médical, comme vous en passez peut-être, a une définition de pixels de 1 mm. On ne voit pas ce qui est en dessous d'1 mm. Et encore 1 mm, je suis gentil, c'est 1,5 mm, 2 mm. Le micro-CT scanner, qui utilise beaucoup plus de rayons, donc les êtres vivants n'y passent pas, enfin, les humains, les souris, il n'y a pas de problème, mais généralement elles font une leucémie peu de temps après, donc c'est pas terrible. Les objets archéologiques, on les met dedans, et là on a un pixel, une définition qui est aux alentours de 6-10 microns. Donc c'est vraiment l'équivalent, en image scanographique, d'une coupe histologique, d'une coupe microscopique. On a vraiment une définition d'image qui est parfaite. Et vous voyez ici les coupes du pied de l'homme de Tolund, sur lesquelles on voit des lésions d'arthrose, on voit le panicule graisseux ou adipeux au niveau de la plante des pieds. Enfin, c'est très très bien conservé, c'est impeccable. On pourrait tout à fait croire que c'est un patient contemporain, sauf que le sang est un peu coagulé. Alors, vous voyez ici l'orteil qui est manquant sur cette photo. En rouge, j'ai surligné, toujours sur ce pied, cette image d'un pied il date de 525 avant Jésus-Christ à peu près, et vous voyez, il est quand même extrêmement bien conservé, avec les tendons, avec une précision impeccable, les ongles qui sont là. Eh bien, on a aussi des lésions d'athérome, des lésions de dépôts calciques sur des dépôts graisseux à l'intérieur d'une artère qui est entre le premier et le deuxième métatarsien. C'est ça que j'ai surligné de façon artificielle en rouge sur cette image. Le pied est tellement bien conservé qu'on peut faire des diagnostics dessus. Alors, vous voyez les empreintes plantaires qui sont parfaites, des cicatrices également, qui témoignent du fait qu'il a dû marcher pieds nus certaines fois et se blesser, je ne sais pas sur quoi. Et puis, ces lésions-là que, si vous allez dans les piscines parisiennes, vous devez en avoir attrapé de temps en temps. Ce sont des verrues, tout simplement, des verrues plantaires. Là, on n'a pas besoin de faire une extraction génétique ou autre chose. L'œil clinique du médecin est largement suffisant. Alors, ça serait intéressant d'extraire l'ADN, pour le coup, non pas pour une vérification diagnostique, mais pour voir si on a une micro-évolution génétique du virus responsable de ces verrues entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et maintenant. Est-ce que ça a évolué? Et ça, c'est tout l'intérêt de l'archéologie et de ces corps anciens. Ça aide beaucoup la recherche fondamentale actuelle pour voir la microévolution des agents infectieux, des processus tumoraux, des polluants dits industriels, mais dont on se rend compte de plus en plus qu'ils étaient déjà présents dans les populations anciennes, et se rendre compte que oui, ça a joué un rôle dans le développement des maladies, dans l'évolution ou la microévolution humaine, et également ça nous permet de faire des projections pour l'avenir. Ça n'aurait pas permis de prédire le Covid, je vous mets à l'aise. Mais au moins, pour certains agents infectieux bien connus, ça nous montre comment le virus évolue depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Et ça, c'est particulièrement intéressant quand il existe toujours ce virus sous une forme moderne. Venons-en, je regarde juste l'heure pour ne pas dépasser et être... Oh, c'est bon. J'en viens à ce dernier patient dont je voudrais vous parler, c'est Diane de Poitiers.
Diane de Poitiers, c'est l'exemple typique d'un problème soumis par des historiens. La légende disait que Diane de Poitiers, maîtresse officielle du roi de France Henri II, qui avait quelques années de plus que son royal amant, toute correspondance avec la situation présidentielle actuelle n'est qu'un hasard, eh bien, Diane de Poitiers avait intérêt à assurer un tout petit peu dans l'intimité, vous voyez ce que je veux dire, et elle prenait une décoction à base d'or. On est vraiment à la croisée des chemins entre l'alchimie, la médecine et la magie. Et elle prenait ce qu'on appelait de l'or potable. Sauf que, normalement, l'or potable, on prend un objet en or, on prend une alliance, on prend une bague, on met ça dans de l'eau, et ensuite on retire l'objet et on boit l'eau. Donc c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est de l'homéopathie, donc c'est rien, c'est de l'esprit de l'or qu'on prend, mais c'est pas une vraie décoction chimique. Sauf que la pauvre Diane de Poitiers, elle est tombée sur un apothicaire honnête. C'est rare. Et ce qu'elle prenait, c'était une vraie décoction à base d'or, pour laquelle elle a fait toutes les complications. Ostéoporose, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, anémie, perte des cheveux, déchaussement dentaire. Évidemment, plus ça s'installait, plus elle augmentait la dose pour contrer les effets secondaires dont elle ignorait que c'était ceux de son médicament. Bref, c'est l'exemple typique des complications iatrogènes. Ça a fini par la tuer. Alors nous, on savait que le corps avait été redécouvert en 1795 par les révolutionnaires qui avaient exhumé Diane de Poitiers pour profaner sa sépulture et récupérer le plomb du cercueil pour couler ce qu'on appelle des balles patriotes. On est en pleine guerre civile, comme vous le savez. Le corps a été retrouvé magnifique, une fraîcheur incroyable, la peau rose, je cite, couleur cuisse de nymphe émue, fermez les guillemets. On savait décrire les couleurs à l'époque. Les textiles encore souples, etc. Magnifique, taffetas, double couleur, noir, blanc, comme ces couleurs fétiches. Le seul problème, c'est que les cadavres du XVIe siècle, elle est morte en 1566, quand on rompt l'équilibre, c'est un peu comme les fraises, ça ne se conserve pas longtemps. Et au bout de 3 jours, elle s'est mise à rendre une odeur épouvantable, à faire une grosse flaque. Et pour mesure sanitaire, on a récupéré le cadavre de Diane de Poitiers, on a réouvert la fosse commune et on l'a littéralement jeté dedans, où il s'est éparpillé comme un mikado. La fosse a été refermée et, on va dire, je dirais pas par respect, mais en souvenir, en hommage, on a déposé personne ultérieurement à cet endroit-là. Ça, c'était la légende. On a voulu savoir, avec l'association des Amis d'Annette ou autre chose, si c'était une tradition réelle ou s'il y avait du vrai derrière cette tradition. D'où fouille archéologique. En fait, c'est pas une fouille archéologique au sens du Code du patrimoine. C'était la réouverture administrative sur décision du maire de la commune d'une fosse commune. Rassurez-vous, la DRAC était évidemment au courant. Donc on réouvre cette fosse commune et puis on exhume des corps qui sont anciens, allongés les uns à côté des autres, l'un sur l'autre, et puis des ossements qui sont complètement épars. Vraiment, l'image du Mikado, c'est la bonne, parce que vous aviez la mandibule ici, le tibia là, un fragment de colonne crânienne ici, etc. Donc vraiment éparpillé un peu partout. Et puis on recompose ce puzzle au fur et à mesure. Ces fragments éparpillés correspondaient à un seul individu. Un individu féminin, par la morphologie du bassin, et puis avec des lésions d'arthrose extrêmement importantes. En haut à gauche, arthrose temporomandibulaire, cette zone où la mandibule s'insère sur la base du crâne, au niveau du temporal. En haut à droite, une arthrose qu'on appelle de l'omarthrose, ce sont les épaules. Et on sait que Diane de Poitiers nageait tous les matins dans la petite rivière qui est au pied de son château, à Annette, dans l'Eure-et-Loire, je crois. Et puis la mandibule, en bas à droite, pour laquelle il ne restait plus que 4 dents présentes. Je vous avais déjà décrit son état dentaire assez affolant, mais elle pouvait compter sur Ambroise Paré, qui lui avait fait un bridge en ivoire d'hippopotame, qui avait une blancheur toute relative. Et puis il y avait ces 2 os, qui étaient pour nous extrêmement importants, qui sont un tibia et un péroné, fibula si vous préférez. Alors ils sont cassés aux 2 extrémités. Ça, c'est les aléas de la fouille archéologique ou de l'exhumation ou de l'ouverture de fosses communes. Et puis, il y a une fracture qui, elle, est plus ancienne, qui donne une angulation à ces os, des aspects renflés. Et ça, c'est une fracture ancienne qui a complètement consolidé et qui a été décrite du même côté pour Diane de Poitiers 1 an environ avant son décès. Elle chute de cheval, souvenez-vous qu'elle est ostéoporotique, elle va faire une fracture, alors que la chute est vraiment... pas extrême du tout, et elle va être à nouveau soignée par Ambroise Paré.
Alors voici le scanner de cette patiente. Vous voyez, on a une grande partie du corps avec des éléments qui sont assez discriminants pour sexe et âge. Et puis on a surtout un élément discriminant en termes d'identification qui est cette fracture au niveau de la jambe gauche. Ambroise Paré décrit le traitement qu'il va donner à Diane avec cette fracture ouverte pour laquelle il y a des soins. Ambroise Paré est un mec bien. C'est un praticien, chirurgien, breton, qui a un sens... il a vraiment les pieds sur terre, un pragmatisme comme on aime, et il sait que le pu est quelque chose de très néfaste. Mais c'est le premier à le dire, du moins un des premiers à dire qu'il ne faut pas laisser le pu survenir sur une plaie et qu'il faut faire une détertion, il faut le retirer. Il faut utiliser du charbon, du cuivre, des choses qui empêchent l'appellation de ce qu'on appelle la sanie. Et c'est comme ça qu'il va obtenir la guérison d'une fracture ouverte qui normalement n'aurait jamais dû guérir, et Diane de Poitiers aurait dû mourir, comme tant d'autres. Donc on a la preuve de ce bon traitement par le scanner, par les œuvres d'Ambroise Paré et par les ossements. Je dois vous avouer que j'étais bien plus ému d'avoir un os soigné par Ambroise Paré que le fait que ça soit l'os de Diane de Poitiers. Juste, je finis sur ce cas-là et je vais vous montrer la dernière diapo pour clôturer ma présentation. Le dernier examen qu'on a fait sur ces ossements, c'est l'or, évidemment. On avait cette notion d'or potable et on a dosé l'or dans les ossements et dans une mèche de cheveux, dont la tradition disait qu'elle avait été récupérée au moment de l'exhumation par les révolutionnaires et qui était restée ensuite dans le château, de main en main, jusqu'au propriétaire actuel, Jean de Witurbe. Et on a retrouvé non seulement la même composition d'or, des concentrations comparables, tout support mis à part entre les cheveux et les ossements, et vous voyez, ça a vraiment fait un tout. On n'a pas la certitude à 100% que les ossements sont ceux de Diane de Poitiers, mais on a tellement d'arguments qu'il n'y a pas de possibilité humaine en termes de personnes ayant vécu sur Terre pour que ça soit une autre personne du même sexe, de la même période, ayant pris un traitement à base d'or, ayant des lésions compatibles avec son état de santé et sa pratique sportive, avec une fracture du même côté. Ensuite, c'est en termes statistiques. Donc, je ne peux pas vous dire c'est les ossements de Diane de Poitiers, mais je peux vous dire qu'il n'y a aucune chance pour que ça soit quelqu'un d'autre. Ce qui est quasiment la même chose. Dernier cas, parce que c'est vraiment un cas iconique, c'est ma dernière diapositive, ceci, pour vous montrer toute l'opposition qu'il y a entre une tradition et les résultats d'une étude scientifique. Quand on me présente cette pièce anatomique, qui est celle d'une préparation anatomique ou d'un corps embaumé, on me dit c'est le corps de Henri II qui a été, vous savez, vous connaissez l'accident avec le duc de Montgomery, cette lance qui rentre sous l'œil gauche, qui ressort sous l'œil droit, et on me dit ce sont les restes d'Henri II qui ont été récupérés à la Révolution française, etc. Bon, ça colle pas déjà sur le plan anatomique, il suffit de relire les textes descriptifs, ça colle pas non plus sur le plan morphologique, l'individu est trop jeune, c'est un homme, mais il est trop jeune pour être Henri II, et puis également la datation carbone 14, l'étude anthropologique et une petite chose, le fait que ce corps ait été injecté avec un produit de contraste, pas du tout pour la radiographie, mais pour fixer ce qui est en fait une pièce anatomique destinée à un cabinet de curiosité d'un chirurgien, et bien finalement on est arrivé à une autre conclusion, c'est la plus vieille dissection conservée, bien sûr, il y en a eu bien d'autres avant, évidemment, mais c'est la plus vieille dissection conservée, et elle est bien plus ancienne que ce qu'on pensait, elle est du XIIIe siècle, ça c'est la datation carbone 14, et elle a été conservée soit d'une part avec une injection à base de mercure, d'huile d'olive, de cire d'abeille injectée dans le cœur, probablement au moment même de la mort, ou peut-être avant, causant le décès de l'individu. Je ne commenterai pas cet acte un peu atypique. Et elle a en plus été conservée par fumage. Cette pièce, elle sent incroyablement bon. Elle sent le jambon fumé, le saumon fumé. Et c'est pavlovien. Quand on l'avait dans le laboratoire pour étude, ça sentait le barbecue, quoi. Et on salivait. Donc ça, c'est pour vous dire quand même que les chercheurs sont très très sensibles à la matérialité des objets qu'ils étudient. Donc, c'était pas pour vous parler de nourriture, même si c'est l'heure de dîner, mais c'était pour vous dire que, vous voyez, on peut avoir un virage à 180 degrés entre l'historicité proposée d'une pièce par les conservateurs et les conclusions auxquelles on arrive, qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on pensait. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.